Salut à tous! Cette vidéo a pour objectif de continuer la toute première vidéo de la chaîne, c'est-à-dire ma vidéo critique sur la théorie de l'effondrement, ou l'impensé de la collapsologie. Pourquoi les collapsologues pensent ce qu'ils pensent? Je vais donc dans cette vidéo aller un peu plus loin et surtout expliquer ce que j'entends quand je dis que le monde est devenu ressource. D'abord, droit au but, je vais tenter une première définition. Le monde comme ressource, cela signifie que nous envisageons le monde au sens large, c'est-à-dire notre environnement global, mais aussi nous-mêmes et les autres, comme chose à disposition. Le monde comme mise en stock. Le monde comme ressource, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? J'en avais parlé un petit peu déjà précédemment dans la première vidéo. Quand je parle de monde, je parle du concept de monde, ce qui n'est absolument pas réductible par exemple à la planète Terre. Le concept de monde est bien plus étendu qu'une limitation spatiale. Ainsi, notre perception du monde ramène à lui tout ce qui l'environne et le laisse à disposition pour le calcul qui soit va exploiter, soit va préserver, mais jamais ignorer. C'est un point important. Le calcul n'est pas que mathématique. D'ailleurs, c'est quand les chiffres disparaissent que le calcul est redoutable. On calcule en fait ce qu'on stocke, en mémoire, par expérience ou par savoir théorique. Ainsi, on calcule des causes pour prévoir des effets. Tout le monde le fait tout le temps et sans y penser précisément. On calcule ainsi nos chances de réussite pour un examen ou tout simplement pour faire des choix dans notre quotidien. Dans le monde, comme ressource, tout devient ressource potentielle pour un usage actuel ou futur. On met en réserve pour une exploitation et rien n'y échappe. Le jugement que l'on forme sur les choses se caractérise de plus en plus par l'usage, la praticité, l'utilité. Ce n'est pas un hasard. Dans tous les cas, cette mise à disposition du monde va rendre technique tous les problèmes que l'homme rencontre. Le comment de la question efface peu à peu le pourquoi. Dans une telle perspective, qu'arrive-t-il à la poésie, à l'art? Qu'arrive-t-il à la culture de manière générale, mais aussi à la morale? Pourquoi cette indifférenciation culturelle croissante au profit du phénomène de la technique? La vraie question est, comment en sommes-nous arrivés à cette dévastation de la Terre? Pourquoi voyons-nous le monde à travers des lunettes de comptable? D'où vient cette mentalité de gestionnaire? Petit retour sur la collapsologie. Les collapsologues envisagent l'usure du monde, c'est-à-dire dans leur langue son effondrement. Ils voient les limites d'un monde ressource en termes de durabilité. Ce qu'ils disent, là où avant l'effondrement était local, aujourd'hui l'effondrement sera global, mondialisation. Le désastre est général. Tout comme marxisme et libéralisme sont des économicismes, c'est-à-dire qu'ils voient tout ce qui est important au travers du prisme économique, qui est l'élément déterminant dans leur doctrine, le collapsologue participe du désastre sans le savoir ni le vouloir par sa vision du monde. Ils développent une vision managériale du monde, même si eux-mêmes se situent très souvent à l'opposé idéologiquement du monde des managers, qui sont plutôt des libéraux. En effet, les chefs d'entreprise, les patrons voient souvent les choses au travers de diagrammes, de chiffres et autres rapports comptables pour un meilleur rendement de leur entreprise. Les collapsologues font de même, mais avec la planète. Leur vision du monde est pratique, voire pragmatique. C'est une vision technicienne du monde. C'est un déterminisme étroit parce que technicien. Or, on ne s'échappe pas d'un tel déterminisme qui conduit invariablement au fatalisme. Pourquoi aujourd'hui la pensée se fait rare? Parce qu'on ne pense qu'au travers de l'utilité, du pratique, donc au final on ne pense pas. Petite précision, je ne dis pas loin de là qu'il n'y a que les collapsologues qui voient le monde comme ressource. C'est une vision du monde général, elle vaut pour tout le monde. Par exemple, toutes les femmes qui font des régimes et tous ces hommes dans les salles de sport qui font du bodybuilding, littéralement de la construction corporelle, prennent leur corps comme une ressource à travailler, à modeler. On l'oublie, mais historiquement c'est très nouveau ce type de comportement. Donc non, il n'y a pas que les collapsologues qui voient le monde comme ressource, loin de là. D'ailleurs, je précise qu'il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il n'y a pas de désastre écologique, je parle personnellement de dévastation de la Terre. Cependant, une autre question presse, comment en sommes-nous arrivés là? On fait un petit retour en arrière pour comprendre. Que puis-je savoir de vrai? C'est la question de Descartes, notamment dans les méditations métaphysiques.
Pour tenter de répondre à la question, Descartes va mettre au point une méthode basée sur le doute radical, voire hyperbolique. Ça sera un des points de départ de la science, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Tout le mouvement du courant philosophique, de l'humanisme et des Lumières va partir de là. Bien évidemment, Galilée n'est pas loin. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que Galilée et Descartes soient de la même époque. En quelque sorte, ils vont à eux deux faire naître la science moderne. La raison devient reine, c'est l'époque moderne. Descartes, par sa méthode du doute, veut s'assurer du vrai, donc. Tout peut me tromper, des réalités sensibles aux réalités intelligibles. Tout y passe. Mes sens peuvent me tromper, mais aussi les idées que j'ai sur le monde. En fait, c'est moins les sens qui trompent que le jugement que je formule. Mais bref, le doute est devenu hyperbolique. Tout devient incertain, absolument tout. Que reste-t-il alors? Eh bien, s'il y a un doute, c'est qu'il y a pensée. S'il y a pensée, il y a quelqu'un qui pense. Or, ce quelqu'un, c'est moi. Ça, je ne peux en douter. Donc, il y a un je qui pense et par là qui existe. Ego cogito ergo sum. C'est la base de ce dont je peux être certain. Tout le reste peut être faux. On prend une petite inspiration et on continue la descente. Descartes va alors transformer, par la seule perspective de son questionnement, la vérité en certitude. Est vrai ce dont je suis certain? Là est le but de toute démarche qui veut aller vers le vrai. On cherche à s'assurer du vrai par un chemin qui part du sujet qui pense, ce qui est le plus certain, vers tout le reste, par degré de certitude. Le renversement est total. Les hiérarchies sans dessus-dessous. Avant, le monde était là, on le découvrait. Dieu ou les dieux, le plus souvent, en était la garantie. On partait d'en haut, si j'ose dire, pour expliquer l'ici-bas. La morale, par exemple, était garantie par une explication théologique du monde, souvent transmise par les prêtres, le plus souvent. D'ailleurs, Martin Luther, le théologien qui inaugure le protestantisme, sera une sorte de précurseur du geste cartésien. Renversant le monde, il va en effet, par sa remise en question du dogme catholique, remettre en cause toute la hiérarchie de son époque. Par exemple, l'homme doit non plus passer par un clerc, un lettré de l'Église, pour lui dire le vrai sur la Bible et donc par extension sur le monde. Dorénavant, le croyant doit lui-même examiner les textes, plus d'intermédiaire entre Dieu et le croyant. L'homme devient peu à peu le centre. Retour sur Descartes. Jamais auparavant n'aurait pris l'homme pour base d'explication du vrai dans le savoir. Descartes le fait. On m'objectera facilement que Descartes était un croyant qui cherchait même à prouver l'existence de Dieu. C'est vrai, mais ce n'est pas contradictoire, loin de là. Kant, qui continuera le geste cartésien, fera exactement de même, renforçant l'immanence du sujet au détriment de toute transcendance. Et revenons-en à nos moutons. Le développement du doute méthodique, c'est donc un jeu qui pense. Un sujet. Le concept d'expérience personnelle va prendre alors une autre dimension et de plus en plus d'ampleur. Tout sera jugé, validé par un je, c'est-à-dire le sujet, désormais au centre des choses. Nous entrons dans l'ère de la subjectivité. Si je est un sujet, tout le reste devient objet, par la mise à distance de tout ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire le sujet. On pousse au loin, on objecte. On est dans une relation sujet-objet qui devient alors toute puissante pour le sujet, en faveur du sujet. Le hic, c'est que chaque être humain est un sujet, le sujet de son expérience, bien sûr. Mais non seulement. Dorénavant, le sujet sera le juge arbitre de tout ce qui est. Le bouleversement est radical. Quel va être alors le sens des relations entre les différents sujets que nous sommes? Une exploitation du fort sur le faible? Peut-être. Parce qu'en effet, une autre mutation va advenir, formulée par Nietzsche beaucoup plus tard. C'est la vie en tant que volonté de puissance. Mais comme dirait l'autre, ceci est une autre histoire, quoique. Voilà, je vais m'arrêter là, même si on le voit, le sujet est vaste et complexe. Une ou deux petites vidéos ne suffiront pas à en faire le tour, c'est clair.
J'espère avoir un peu éclairci l'idée d'un monde comme ressource. J'espère avoir mis en perspective l'enjeu historique qu'il y a derrière. Surtout, c'est le plus important. Enfin, c'est vaste. Je ferai d'autres vidéos, c'est promis, donc restez à l'écoute. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Lâchez également un petit commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.